Ouncar. Dialogue avec l'inconscient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette série de podcasts consacrée à la méthode Ouncar. Nous avons avec nous, évidemment, Jean-Emmanuel Combe, créateur, fondateur et formateur de la méthode Ouncar. Et puis, cette série de podcasts va porter de façon à la fois formelle et informelle sur des sujets qui nous occupent, nous, les praticiens en hypnose, et notamment là, en ce moment, par rapport à l'actualité qui nous environne sur le confinement. La première question, c'est, Jean-Emmanuel, est-ce que nous pouvons faire de l'hypnose à distance aujourd'hui ? Alors, pour répondre à cette très complexe question, je dirais oui et non. Tout dépend de quelle hypnose on va parler. Je sais que avec Ouncar, on a une hypnose qui va quand même très en profondeur dans les trans, où on a besoin d'une connexion à l'autre qui soit vraiment appuyée, vraiment présente. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes dès lors qu'on est à distance, qu'on travaille à travers écran interposé, qu'on travaille avec des connexions Internet qui peuvent être fluctuantes. Et je crois sincèrement qu'il y a des hypnoses qui peuvent tout à fait fonctionner à distance et d'autres hypnoses, et c'est celle dont Ouncar fait partie, je crois, qui peuvent être un peu plus problématiques. Du coup, c'est très intéressant parce que, en fait, ce prétexte de confinement ou de séance à distance peut nous permettre peut-être de parler plus précisément de la méthode Ouncar et justement de quels sont les paramètres qui font, on va dire, la différence avec d'autres méthodes de thérapie par l'hypnose. Par exemple, là tu dis que nous sommes à distance, il y a des écrans interposés, et donc ça pourrait ne pas marcher avec Ouncar, enfin ne pas marcher, je veux dire ne pas avoir, on va dire, l'attention nécessaire. Pourtant, à travers les écrans, on s'entend, on se voit. Est-ce que ça veut dire qu'avec la méthode Ouncar, eh bien, il y a un rapport tactile avec la personne ? Je dirais pas un rapport tactile, mais en tout cas un rapport de présence. C'est-à-dire que je crois vraiment important la notion de présence à l'autre, physique, à savoir que si la personne à un moment donné a son inconscient qui la pousse à libérer des émotions, par exemple, il y a une énorme différence, je pense, quand on est entouré d'un praticien qui est là, qui apporte un côté rassurant, protecteur, à la différence de quand on est chez soi et qu'on peut avoir son mari, ses enfants qui rentrent d'une minute à l'autre de leur petite balade du jour, où on peut avoir les yeux tout rouges après quand ils rentrent et qu'ils nous posent des questions, et donc on peut être un peu plus timide sur la manière avec laquelle on va se connecter à soi s'il y a des enjeux derrière autres qui peuvent venir fluctuer, et même pour des personnes qui sont toutes seules, qui peuvent se dire, si jamais là je vais vraiment en profondeur dans mes émotions, qui s'occupe de moi après, qui va venir me rassurer, qui va venir me réconforter, ou alors si jamais j'ai une grosse émotion et que Internet coupe ou que mon ordinateur crache, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je deviens? Alors que quand on est avec le praticien dans son cabinet, il y a cette idée que entre ces quatre murs-là, tout peut se passer, on est dans un endroit sécurisé et c'est autorisé. Oui, parce que en fait, d'aller chercher à l'intérieur de soi et de libérer des émotions, c'est un peu quand même le cœur de ce qu'on fait, nous, à Ouncar, n'est-ce pas ? Ouais, je l'ai écrit notamment dans un article tout récemment là, sur la différence entre ce que j'appelle la thérapie ressource et la thérapie réparatrice. Alors, un article qui se trouve où, qu'on puisse le retrouver ? Alors, c'est un article qui se trouve sur le blog Ouncar, hunkaar.fr, et donc parmi les publications, j'en ai donc écrite une sur la dynamique de thérapie ressource,
qui s'opposent très souvent à la thérapie réparatrice. Thérapie ressources, ce sont des dynamiques où l'on cherche à faire en sorte que la personne hypnotisée aille mieux tout de suite. On lui apporte des solutions, des ressources, des outils qui peuvent l'aider à aller mieux tout de suite là maintenant. Ce sont des thérapies qui sont beaucoup plus accessibles dans des formes à distance puisqu'elles s'axent sur la volonté du résultat et non pas sur les origines d'un éventuel problème. Onkar est davantage une méthode qui est basée sur la réparation de problèmes émotionnels, psychologiques, physiologiques passés qui ont des impacts aujourd'hui au niveau symptomatique, au niveau de nos comportements, de nos émotions, angoisses, etc. Donc en fait, c'est vrai que du coup, nous, on demande à l'inconscient, on donne la parole au corps qui va aller nous emmener émotionnellement à l'origine d'un problème, à l'origine d'un symptôme, et il va falloir aller réparer ces événements. Et réparer ces événements, ça passe par souvent y retourner, les comprendre, les revivre, s'en libérer. Et pour pouvoir s'en libérer, à un moment donné, on va le sentir passer. Et donc cette dynamique est quand même, selon moi, un poil plus problématique quand il s'agit de le faire par écran interposé, alors que les dynamiques plutôt de donner des outils positifs aux personnes pour qu'elles aillent mieux immédiatement, dans un cas, on va dire, d'urgence, comme l'actualité le suggère aujourd'hui, je pense que ça peut être préférable même, en tout cas temporaire, en attendant de pouvoir retrouver les personnes physiquement et de pouvoir les aider à accompagner, à réparer vraiment en profondeur les problèmes. Alors, temporaire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, c'est une vision tout à fait personnelle, des convictions que si on fuit un comportement négatif en utilisant des outils qui vont nous permettre à aller mieux tout de suite maintenant, comme une surcouche qu'on met par-dessus en disant je vais bien, je ne ressens plus que je vais mal, il y a cette idée que potentiellement ça peut être temporaire et que le problème n'étant pas résolu au fond, risque de se déplacer ailleurs et de s'incarner dans un autre comportement, dans d'autres angoisses, d'autres problèmes. On le voit souvent avec l'arrêt du tabac, des personnes qui arrêtent de fumer mais qui prennent 10-15 kilos, qui deviennent beaucoup plus irritables, qui dorment beaucoup moins bien, etc. C'est le déplacement de symptômes, quoi, d'une certaine manière. Voilà. C'est ça. En tout cas, après, il n'y a pas de preuve scientifique sur le déplacement de symptômes, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, il y a une preuve, on va dire presque quotidienne, exploratoire, avec tous les clients et tous les retours qu'on a. Nous le savons de façon empirique. Ouais, voilà, c'est ça, clairement. Alors, nous sommes dans cette période de confinement, puis nous allons nous déconfiner, puis vraisemblablement nous allons nous reconfiner si ce mot existe. Quel conseil on pourrait donner aux praticiens Onkar pour qu'ils puissent poursuivre l'accompagnement des personnes ? Et puis quels conseils les praticiens Onkar peuvent-ils donner aux personnes qu'ils accompagnent, Jean-Emmanuel ? Alors je pense que ça va se faire sur 2 plans principaux. Le premier qui va consister à leur donner justement des outils pour quelquefois survivre, puisqu'on a des fois des clients qui nous sont envoyés par des psychologues, des psychiatres qui sont vraiment en grosse difficulté, qui n'ont pas de prise en charge satisfaisante côté médical, parce que simplement la plupart des psychiatres et psychologues n'ont pas le temps. Et donc ces personnes-là, je pense qu'il y a une vraie nécessité finalement de ne pas faire que du Onkar et d'avoir aussi d'autres palettes, ou en tout cas d'utiliser Onkar non pas dans une dynamique réparatrice, mais dans une dynamique de leur apporter des ressources là tout de suite maintenant dans leurs difficultés quotidiennes. Donc ça peut être des outils à utiliser, que ce soit des vidéos à regarder que l'on peut faire pour eux, des sons à enregistrer qui peuvent les aider, qui peuvent leur donner des moyens d'être bien, de bien dormir, de bien vivre l'actualité. Tout ça, ça va être à mon avis un suivi très particulier, temporaire, mais nécessaire. Et il va y avoir aussi ce que moi je préfère, personnellement, utiliser, c'est toute la dynamique d'apprentissage de l'auto-hypnose façon Onkar, à savoir apprendre à communiquer soi-même avec son inconscient pour que celui-là même, notre corps, nous aide à bien vivre ces moments difficiles, à pouvoir s'adapter, à pouvoir créer des dynamiques nouvelles qui nous permettent ensuite de ressortir encore plus fort. Et je préconise plutôt cette démarche-là, mais je n'enlève pas non plus l'efficacité de l'autre démarche. Mmh. Donc là, ça pourrait être, par exemple, aussi des séances en visio où il y a un accompagnement à l'auto-hypnose ? Tout à fait. Moi, je vois ça très bien.
par Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp et compagnie, des petites séances qui permettent de faire l'apprentissage de l'auto-hypnose si ça n'a pas déjà été fait avant, parce que la plupart des praticiens Onkar forment tout au long de leur accompagnement les personnes à communiquer eux-mêmes avec leur inconscient petit à petit. Donc la plupart ont déjà quand même un petit bagage, ils savent poser des questions à leur inconscient, ils savent demander à leur inconscient et celui-là peut répondre par oui ou par non. Donc ils ont déjà quelques outils, mais après souvent c'est pas suffisant. Et on va leur apprendre par visio peut-être une gestion émotionnelle par auto-hypnose, une libération émotionnelle, comment on va faire, quels outils on peut utiliser aussi dans la vie quotidienne, que ce soit, je sais pas, la musique, l'art en général, des manières finalement de faire sa propre thérapie en étant accompagné virtuellement ou à distance par le praticien et non plus en présence. Parce qu'on sait que c'est vrai, la plupart des personnes qu'on accompagne, on les incite, on leur apprend à faire de l'auto-hypnose, mais en général, quand on demande à la prochaine séance s'il y a eu des moments, s'ils ont pris le temps d'avoir ces moments pour eux, souvent on est un petit peu déçu du nombre de séances qu'ils ont faites ou qu'ils ont pris pour eux. Donc du coup, c'est vrai que de les accompagner et peut-être de poursuivre cet accompagnement, on va dire, d'indépendance et d'autonomie par rapport à leur propre inconscient, ça peut être finalement assez profitable, parce que s'il n'y avait pas eu le confinement, on ferait pas ce genre de séance à distance. C'est ça, je pense que l'auto-hypnose, c'est aussi quelque chose qui va leur venir là nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix, alors que d'habitude, en fait, on leur propose, on leur suggère de faire de l'auto-hypnose parce qu'on est convaincu du bien fondé de la chose, mais derrière, ils reprennent leur vie, leur routine. Ils savent très bien que 2 semaines, 3 semaines après, ils vont retourner voir leur praticien qui va leur faire du bien, qui va les accompagner à aller mieux. Et au final, ça travaille, ça continue à mûrir les jours, les semaines qui suivent jusqu'à la prochaine séance. Et en fait, ils ne ressentent pas forcément le besoin de pousser la chose encore plus loin. Alors que là, il y a quelque part une urgence quelquefois en se disant, ok, là, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas vu mon praticien. Là, j'ai vraiment besoin. Je sens que mon corps, il appelle à l'aide, quoi. Il y a un truc à l'intérieur où ils ressentent que là, maintenant, il faut faire quelque chose. Et c'est là souvent qu'on intervient. C'est ça, la vraie protection de l'auto-hypnose, c'est qu'on va libérer en fonction de ce qu'on est capable de libérer. Et que si je suis tout seul dans mon lit en train de me faire une séance d'auto-hypnose et que j'ai des émotions qui montent, je sais que ces émotions ne vont pas me submerger plus que ce que je suis capable d'accepter. Alors que quand on est avec un praticien, à partir du moment où on se sent hyper en sécurité avec lui, dans son cabinet, etc., on peut des fois repousser un peu ses limites avec un peu de courage, avec un peu de force intérieure, d'aller un peu plus loin que et même des fois beaucoup plus loin avec le rapport thérapeutique qui augmente et la confiance qui augmente avec le praticien. Et quand on va beaucoup plus loin comme ça, on crée ce rapport de confiance qui, par écran interposé, peut se reproduire. L'inconscient, le corps, je ne sais pas s'il est capable vraiment de faire la différence avec ce côté présentiel ou ce côté purement virtuel. Et si là, je ferme les yeux et que tu m'accompagnes par ta voix dans une séance d'hypnose avec mon inconscient, je pense que lui, il va vouloir libérer comme si tu étais là, proche de moi, et même peut-être encore plus avec le casque où je t'entends super bien. Et à ce côté, ça peut être très prenant. Et si à un moment donné, je me laisse emporter dans des émotions qui sont vraiment très difficiles et la connexion coupe, moi, c'est la question que je me pose de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comment la personne va gérer? Alors, on peut préparer, on peut poser ce qu'on appelle des fusibles, c'est-à-dire des présuppositions, des propositions à la personne, comme quoi, peu importe ce qu'il se passe, tout se passera bien. Si la connexion Internet se coupe, tout redeviendra parfaitement à la normale. Mais au final, on sait très bien, quand on pratique la méthode Onkar, qu'on peut avoir des parties de nous qui ne sont pas aussi... dociles. Docile, voilà, merci. C'est ça. Donc, moi personnellement, je ne ferai pas confiance à 200%. Donc, deux éléments. D'abord, on peut accompagner les personnes qu'on suit par des petites vidéos sur de la musique, sur de l'art en général, selon les personnalités, comme tu disais, avec des choses plutôt, on va dire, relaxantes, hein, de l'hypnose peut-être qu'on connaît un peu plus. Et puis aussi, là où tu dis cette deuxième solution que tu préfères, qui est vraiment celle de l'accompagnement par l'auto-hypnose, donc des séances plus courtes, en visio, avec un vrai accompagnement autour de l'auto-hypnose
et avec ce balisage-là, on va dire. Oui, parce que je pense en plus que dans les périodes de confinement ou en tout cas de changement soudain comme ça pour le corps et pour les émotions, que l'inconscient cherche d'autant plus à s'exprimer et juste se poser quelques minutes, une fois par jour, une fois tous les 2-3 jours, pour écouter ce que son corps a à dire, même si c'est des peurs, même si c'est des angoisses, bah ça fait du bien et ça permet de passer les jours qui suivent un peu mieux ensuite. D'accord, très bien. Ben, c'est déjà 2 super conseils pour les praticiens et les autres qui s'intéressent à la méthode Onkar. Est-ce que par rapport à ce confinement, justement au fait que les corps soient privés, on va dire, d'espace, parce que il y en a qui sont dans des jolies maisons, d'autres qui sont quand même, ils ont des jardins, etc., d'autres qui sont vraiment dans des appartements plus petits. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te vient là comme conseil ou comme idée pour soulager un petit peu les tensions conscientes, inconscientes? Après, je pense sincèrement que là encore, on a toujours les mêmes 2 dynamiques. C'est soit effectivement on cherche à apaiser le corps de cette difficulté, à rester dans des petits espaces toute la journée et la nuit, et des fois entouré des mêmes personnes où ça peut devenir compliqué de les côtoyer après plusieurs jours ou semaines ensemble non-stop. Il y a des outils, plein d'outils, et puis après il y a une autre façon de voir les choses qui est de dire si là je ressens ça dans cet extrême, est-ce que en temps normal tout va bien vraiment? Est-ce que tout va vraiment bien en temps normal quand je suis tout le temps dehors au boulot, à sortir avec les potes, machin, et que finalement rentrer dans cet appart 10 heures par jour pour dormir et passer le soir ne me dérange pas tant que ça. Mais si finalement j'y passe 24 heures et que je vois à quel point ça me fait imploser à l'intérieur, est-ce que vraiment d'habitude ça va si bien que ça? Est-ce que c'est pas juste que je ne ressens pas à quel point d'habitude ça me fait mal d'être dans cet appartement parce que j'y reste que 10 heures. Et ça, je le vois effectivement parce que j'ai eu la chance d'avoir mon corps qui crie des alertes quand j'étais en ville. J'ai vécu à Toulouse, en plein centre-ville. Donc je connais cette villa dans 9 mètres carrés pendant 3 ans en tant qu'étudiant, j'ai connu. Donc avec les douches communes et toilettes communes, donc j'ai donné. Et mon corps a vraiment crié stop, on n'en peut plus quoi. Et à l'intérieur, j'ai vraiment eu cette envie de m'écarter de la ville. Et petit à petit, au début, je me suis écarté un peu plus excentré du centre-ville. Puis je suis allé au sud de Toulouse. Puis j'ai reculé encore un peu. Puis là aujourd'hui, je suis à 35 km au sud de Toulouse, dans la Cambrousse. Et en fait, mon corps a petit à petit m'a demandé finalement de m'éloigner. Et le compromis étant de, bah oui, mais mon boulot il est en centre-ville, donc mes locaux ils sont en centre-ville, je vais en centre-ville pour aller travailler. Ça a été un compromis. Et je pense qu'en fait, les gens vont devoir se poser la question de quel compromis ils vont être prêts à faire pour que le retour à la normale, qui n'existera peut-être plus aujourd'hui, on parle déjà de 2e vague de coronavirus et de reconfinement, si jamais le virus vit bien l'été, il y a déjà des reconfinements prévus dès qu'on passe certaines statistiques. Et donc, s'adapter à ça, c'est aussi se poser les questions de savoir dans quelle dynamique on va. Est-ce qu'on veut juste survivre, aller mieux jusqu'à que tout redevienne normal, ou est-ce qu'on veut aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur et pourquoi pas ensuite prendre les décisions qui s'imposent. C'est toujours cet esprit d'Onkar que tu incarnes, Jean-Emmanuel, qui est toujours de, quand il y a un moment de crise, aller voir en fait qu'est-ce que cette crise va révéler en nous. C'est ça. Après, ça peut être aussi des allers-retours. Je sais que moi, personnellement, je fonctionne comme ça pendant ce confinement. C'est que je vais avoir des jours, ce que j'appelle des jours off. C'est des jours où, en fait, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de jouer sur l'ordinateur, de regarder des séries et le temps passe et je culpabilise que le temps passe et arrivé le soir, je me dis « Oups, j'ai rien fait aujourd'hui, journée foutue ». Alors que j'ai d'habitude un rythme de vie où c'est travail, famille, vie active non-stop avec Onkar, street hypnose et tout ça. Enfin, j'ai pas 2 secondes à moi. Et là, j'ai des fois 12 heures pour moi et je ne fais absolument rien. Ce que j'appelle mon jour off. Et puis le lendemain, je vais avoir un jour que je vais appeler moi un jour ressource. C'est-à-dire que je vais avoir envie de faire des choses qui me font du bien.
faire un petit tour à moto, me balader dans le jardin, sortir ma chienne, être avec ma chérie dehors au soleil, pouvoir prendre un peu de bon temps, etc. Ou simplement même à l'intérieur, passer du temps, je sais pas, sur Skype avec un ami à jouer sur l'ordi, mais pas tout seul, de faire, je sais pas, une douche bien chaude que je me permets pas d'habitude, un peu plus longue. Enfin bref, des choses qui vont me faire du bien, bouquiner par exemple. Et puis il va y avoir des jours on, les jours libération, les jours où il va falloir se reconnecter à des choses un peu difficiles, se reconnecter à qu'est-ce que ça fait là de pas pouvoir, de voir le compte en banque professionnel qui chute et de voir le zéro arriver bientôt et de se dire est-ce que ça va redémarrer avant, est-ce que je vais être dans la merde, est-ce que l'entreprise va s'arrêter, et donc d'aller me confronter finalement à toutes ces peurs et pas juste les fuir, pas juste faire des journées ressources, pas juste faire des journées séries, mais d'avoir finalement un temps pour tout. Je pense que ça peut être aussi pas mal. Et dans les journées ressources, on peut tout à fait avoir de l'hypnose aussi, de l'auto-hypnose qui soit je me fais du bien. Je vais mettre de la musique, je vais prendre soin de moi, je vais m'allonger, je vais être sur le lit ou quelque part, je vais mettre le casque et je vais juste profiter. Et puis le lendemain, ça peut être je fais de l'auto-hypnose, mais cette fois je vais aller confronter mes peurs et je vais chialer s'il le faut et ça va être horrible et je vais crier peut-être. Désolé les voisins s'il y en a, mais au moins je me libère et ça va mieux. Eh bien, merci Jean-Emmanuel pour ce premier podcast de cette série autour de la méthode Oomkar. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt.